j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va remonter vraiment très loin dans le temps. Ce sera rare parce que j'aime pas trop ça parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de photos et de vidéos. Mais cette histoire, en fait, elle est tellement hallucinante et horrible, en fait. Les personnes sensibles, sérieusement, je rigole pas, elles doivent vraiment zapper cette vidéo. Vraiment, je vous jure, hein. Ça va être vraiment très trash, hein. C'est le premier tueur en série des États-Unis et il a commis des actes vraiment indescriptibles. Il a l'air sympa comme ça quand tu le vois sur la photo, mais il a tué, torturé, violé, vendu, oui, vendu, plus de 200 personnes dans son hôtel. Donc vraiment, les personnes sensibles, j'insiste, hein, mais zappez vraiment cette vidéo. Je suis vraiment sérieuse, hein. Allez, pour les autres, on y va. On va partir donc dans un premier temps dans le New Hampshire et plus exactement à Gilmanton. C'est là qu'est né Herman Webster Mudgett. Mais bon, il se fait appeler en fait Henry Holmes. Donc je vais utiliser en fait son nom d'usage, hein, Henry Holmes, hein, pas son vrai nom de naissance. Henry, il est donc né le 16 mai 1860. Ah ouais, bah, je vous avais prévenu qu'on remonterait loin, hein. Bref, alors notre champion de la dégueulasserie du jour, il est le cadet des 4 enfants de Levi et Theodate Mudgett. On va donc commencer par son enfance joyeuse. Henry grandit donc dans une famille où le père est alcoolique et frappe sa femme, et où la mère, en fait, pour échapper à cette vie, lit la Bible du matin au soir. Ouais. Donc il y a une super ambiance à la maison, hein. Le père étant fan de la Bibline et la mère étant fan de Jésus. Enfin bon, Henry, il est dans une ambiance vraiment sympa. Henry a quand même la chance d'aller à l'école quand même, parce qu'à cette époque, dans ce genre de famille, en fait, c'était pas courant, hein. En parlant justement de l'école, Henry racontera du coup plus tard qu'il avait peur en fait du squelette dans le laboratoire. Vous savez, dans chaque école, il y a un squelette, et pour l'anatomie, vous savez. Et entre parenthèses, à cette époque-là, c'était pas nos squelettes en plastique de maintenant en fait. C'était des vrais squelettes, des vrais gens morts quoi. En fait, c'est la famille qui revendait ces squelettes. Du genre, en fait, si t'avais besoin de pognon, t'allais revendre mémé ou la vieille tante à la morgue du coin et en échange t'avais de l'argent. Bref, revenons à Henry. Vu qu'il avait peur donc de ce squelette, ses intelligents de copains de classe l'ont forcé à aller toucher ce squelette. Bon, c'est bien débile, on est tous d'accord, hein. Et bah, au lieu de le traumatiser, ça va le fasciner de toucher ce squelette. Désolée, je connais pas le nom du bonhomme, il l'a pas laissé son nom et prénom en arrivant en classe. Bref, ça c'était une connerie de ma part. Dans tous les cas, à ce moment-là, notre taré de Henry va devenir fasciné par la mort et il va adorer ça, toucher le squelette. Il va donc commencer sa petite carrière de tueur en série avec les animaux du quartier, comme la plupart des tueurs en série. En fait, il s'éclate en rentrant de l'école à attraper les lapins et les chats, les étrangler, leur casser des pattes, les faire cuire. Quelle joyeuse et divertissante jeunesse. J'ai oublié de préciser qu'à cette époque, en fait, Henry, il avait 14-15 ans à peu près. Il va encore à l'école et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il se débrouille plutôt bien en fait. Après, je sais pas s'il continue toujours à tripoter le squelette de l'établissement, mais bon, en tout cas, il est assez bon. Il finit par obtenir son diplôme de pharmacien, tout en continuant évidemment son amour pour les animaux, si vous voyez ce que je veux dire. À partir de juillet 1878, notre dégénéré de pharmacien va se lancer dans la polygamie. Non, je déconne pas, c'est pas des conneries. Il va se marier avec différentes femmes en même temps en fait, dont Lovering Mudgett, où ils auront d'ailleurs un fils aussi, Clara, Myrta, avec qui il aura une fille, et j'en passe. Il va se fabriquer ensuite un faux diplôme de médecin pour travailler dans une morgue. Et grâce à ce premier emploi dans ce domaine, il va commencer dans le domaine des arnaques.
Et du coup, il va commencer à se faire pas mal de pépettes, d'argent quoi, grâce à un complice. Probablement, ce mec, il était aussi taré que lui. Ils vont monter une arnaque donc à l'assurance. C'est-à-dire que le complice, en fait, il va signer une assurance vie. Et s'il meurt, Henri, il va gagner le montant donc du contrat de l'assurance vie. Vous voyez le truc à peu près. Henri et son complice vont donc prendre des cadavres dans cette morgue où ils travaillent ensemble et ils vont défigurer les corps pour qu'ils soient inidentifiables. Et quand le mec de l'assurance vie il va venir, Henri il va confirmer l'identité. Au final, Henri et le complice en question, ils se partageront en fait l'argent. Et cette arnaque, elle a fonctionné pas mal de fois. Elle a duré 2 ans, de 1884 à 1886. Je vais faire une petite parenthèse avant de passer à la suite. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. N'essayez pas ça chez vous, ça ne fonctionne plus. Les assurances font trop gaffe maintenant et vous risquez fortement la prison. N'essayez pas à la maison. Quoi qu'il en soit, Henri, donc lui, il a d'autres ambitions. Ce qu'il aime dans la vie, c'est l'argent et la mort. Il a un rêve et un fantasme de psychopathe. En fait, il veut créer un gigantesque hôtel où il pourra piéger, violer, torturer et tuer ses clients. Oui, je vous confirme, il est vraiment cinglé. En tout cas, grâce à son arnaque et à l'assurance vie de son complice, il s'est fait quand même pas mal de pognon. En 1886, il a réussi à devenir assistant dans une pharmacie de Chicago. Alors, Chicago, c'est dans l'Illinois, je vous mets la photo. À l'époque, donc, c'est une ville plutôt moyenne dans les États-Unis. Bref, le propriétaire de cette pharmacie, donc, meurt malheureusement 1 an plus tard d'un cancer. La femme du propriétaire n'arrive pas à gérer seule donc cette pharmacie et elle va donc proposer en fait à Henri de lui revendre la pharmacie mais à un prix vraiment dérisoire. Donc Henri forcément il accepte et il s'endette. Ouais, alors en fait c'est top dans le principe, sauf que Henri il accepte ok d'acheter la pharmacie mais le truc c'est qu'en fait il compte pas payer. Ouais. Du coup, les mois passent et l'ancienne propriétaire, donc, elle devient de plus en plus insistante. Elle est un peu chiante, quoi, pour avoir son argent. Mais bon, en même temps, normal, elle voit que le mec, il se fait pas mal d'argent avec sa nouvelle pharmacie. Donc, elle veut récupérer son bifton, évidemment. Henri, ça commence donc à le saouler, clairement. Ça le fait chier. Et il sait pas trop comment se débarrasser, en fait, de cette dame. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, la femme a disparu. Étrange. Ne faites pas ça chez vous non plus, ne faites pas ça à la maison. Enfin bref, Henri dira aux personnes qui veulent voir l'ancienne propriétaire qu'elle était partie en Californie, sans laisser ni d'adresse ni de numéro de téléphone, pour la joindre évidemment. Bon. En tout cas, grâce à l'argent des arnaques et l'argent de la pharmacie, il achète un terrain vague donc dans Chicago. Un terrain en fait qui est juste en face de sa pharmacie. Et il fait construire donc son hôtel de l'horreur, vous l'avez bien compris. Un truc gigantesque sur 3 étages. Ses voisins, ils diront ils vont même le surnommer le château. Cet hôtel va être construit par plusieurs donc entreprises qui seront évidemment jamais payées. En fait, dès qu'ils réclamaient leur salaire, ils les viraient en fait. Henri, il les virait. Ça lui permettait premièrement de construire un hôtel gratuitement. Deuxièmement, faire en sorte aussi que personne ne se rende compte de ce qu'il était en train de construire, si vous avez bien suivi ce qu'il voulait faire. Donc tu m'étonnes. Il avait donc plutôt intérêt à ce que personne ne se rende compte exactement de la configuration des lieux. Du coup, seul Henri connaissait donc les plans de l'hôtel. Finalement, cette saloperie ouvrira ses portes en 1891, donc 5 ans après le début des travaux. Quasiment personne donc a été payé et personne ne se doute donc de l'horreur qui va suivre. Henri, il a réussi à assouvir son fantasme. L'hôtel, il est donc sur 3 étages.
Donc c'est énormissime en fait pour l'époque. Sans compter que dans chaque étage, en fait, si tu veux, tu as 25 pièces. Donc c'est vraiment le truc gigantesque. Au rez-de-chaussée, donc il y a quand même une petite pharmacie et un petit commerce banal avec des pièces aussi de réception. Et aux étages, donc il y a des chambres un petit peu spéciales. Alors genre des chambres isothermes ou des chambres insonorisées dans lesquelles il est impossible de s'enfuir. Des chambres où il y a également un système de tuyauterie qui lâche du gaz. C'est pas des conneries. Henri, grâce donc à un bouton, pouvait asphyxier donc une personne lorsqu'elle dormait. Ou pas. Donc je vous avais prévenu que c'était un taré. D'autres pièces étaient truffées de pièges, comme du genre des fléchettes empoisonnées en fait, que vous prenez en pleine tronche et qui venaient un peu de nulle part quoi. Style t'ouvres ton placard en fait et hop, surprise, paf, en plein dedans. Enfin, vous voyez le truc. T'as aussi les pièges du genre tu t'allonges dans la baignoire, t'allumes l'eau tranquille et tu finis poignardé par des lames en fait qui sortent un peu de nulle part quoi. Enfin voilà, je vous fais pas de dessin, vous avez bien compris le genre de truc de fou qu'il y avait là-bas. L'hôtel donc c'était une sorte aussi de labyrinthe parce que au cas où quelqu'un réussissait à s'enfuir, c'était impossible pour lui en fait de trouver la sortie, enfin du moins rapidement. Il y a des trappes cachées dans chaque étage et des pièces secrètes aussi évidemment qui permettent à Henri d'observer donc ses victimes ou les clients. Il peut voir donc ses clients se déshabiller ou agoniser pour les autres. Henri, il est là, derrière le faux miroir ou derrière le mur, il regarde et il adore ça, il prend son pied. Mais c'est pas tout, c'est pas fini, ce mec était un malade. Quand Henri voulait pas tuer donc tout de suite ses victimes, eh ben il leur donnait une chambre vraiment très très spéciale. Cette chambre, elle était en fait au fin fond de l'hôtel, super bien cachée. Et quand la personne, elle entrait en fait dans cette chambre, la porte derrière elle, elle se refermait et elle se verrouillait direct en fait, automatiquement. Henri, donc après, il laissait cette personne mourir de faim et de soif à l'intérieur. La personne, donc elle était coincée pour toujours parce que... Et puis il avait qu'une chose à attendre, du coup, c'était la mort. Hein. En les affamant et en les assoiffant, de toute façon, je crois que c'est 7 jours sans nourriture et 3 jours sans eau, donc ça allait relativement assez vite. Et en plus, donc, en les affamant, il les rendait aussi beaucoup plus faibles. Et pour certains, du coup, il arrivait, il les assommait, il les descendait à sa cave, la cave de l'hôtel évidemment. Et là-bas, il les violait, il les torturait, il les assassinait. Mais c'est toujours pas tout, il s'arrête pas là. Notre cher psychopathe avait également acheté un énorme coffre de taille humaine et il affamait aussi les gens dedans. Et ce coffre, en fait, il était en permanence avec lui, dans son bureau, en fait, voilà. Donc, quand il recevait une personne dans son bureau, qui que ce soit, hein, t'avais un mec ou une fille qui était en train d'agoniser dans le coffre. D'ailleurs, vu qu'on parle donc de ce coffre, une petite anecdote. Le mec, en fait, qui a construit ce coffre, donc c'est un coffre insonorisé pour Henri, il n'a jamais été payé, évidemment, hein, vous vous souvenez, comme les travaux de l'hôtel. Henri lui a dit « Ouais, vas-y, je te paye plus tard. » Comme pour la propriétaire aussi de la pharmacie. Le mec qui a livré le coffre, du coup, il revient 2 semaines après. Et entre-temps, Henri, il avait fait exprès de rétrécir la porte de son bureau pour faire en sorte, en fait, que le coffre ne puisse plus jamais ressortir. Alors, le mec, il a voulu récupérer son coffre parce qu'il savait très bien que, voilà, il n'aurait jamais les thunes. Et Henri lui a dit « Ok, vas-y, prends le coffre. Par contre, si tu bousilles mon hôtel, tu rembourses et en plus, on va en justice. » Donc, le mec, il a lâché l'affaire très, très rapidement. Voilà. Enfin, bref. Henri, donc, c'était vraiment un psychopathe. Mais il était loin d'être con. Les meurtres d'Henri se sont faits, en fait, évidemment, sur plusieurs années. Et il n'a pas tué tous ses clients, évidemment. Hein. Certains ressortaient quand même en vie. Alors,
200 personnes, je suis d'accord, c'est vraiment énorme. Mais en fait, c'était des gens sans famille, sans amis, qui venaient du fin fond des États-Unis. Enfin, c'est un peu comme la famille Bender. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai mise. En fait, je vous la conseille, elle est super bien. Enfin, moi, je la trouve bien. C'est un peu le même genre que cette famille, sauf qu'au lieu d'être une auberge, eh ben, c'est un hôtel. Bref. Donc en 1890, les communications étaient super compliquées évidemment et ils prenaient vraiment que des gens qui venaient de Perpète-les-Oies. Donc voilà, ça laissait vraiment aucune trace. Les hôtels, ils n'étaient pas réservés non plus sur TripAdvisor ou Airbnb. C'était vraiment pris à l'arrache le soir même. Donc personne ne savait en fait vraiment où tu dormais et où tu étais quoi, dans la plupart des cas. En plus, dans le cas où la personne avait prévenu donc quelqu'un qu'il allait dans cet hôtel, Henri il faisait faire en fait une lettre à ses victimes en leur disant, enfin à la famille, que évidemment ils allaient bien et qu'ils se trouvaient pas à Chicago mais dans une autre partie des États-Unis. Il leur promettait en échange en fait de pas les tuer en échange de la lettre, mais vous vous doutez bien que de toute façon dans tous les cas il les tuait quand même. À savoir aussi que pour être encore plus persuasif, Henri, en plus du coffre et des pièces où tu mourrais de faim et de soif, il avait aussi un écarteleur. Vous voyez tous ce que c'est un écarteleur. Donc les victimes perdaient leurs bras, leurs jambes en voyant Henri à côté en extase, avec la bave au coin de la bouche, enfin voilà, à les regarder mourir comme ça. Après, bon, je pense que vous vous demandez aussi où sont passés ces 200 corps, c'est énorme. Et ben c'est simple, Henri, il avait pensé à tout. Une fois ses clients morts donc dans les chambres, l'hôtel avait un énorme système de tuyaux qui traversait tout l'immeuble pour descendre en fait jusqu'à la cave. En fait, grosso modo, tu as un client tranquille qui est dans ta chambre, je parle de ceux qui repartaient le lendemain matin en fait. Tu es dans ton lit et t'entends un énorme bordel derrière le mur. En fait, c'est la fille du 2e ou 3e étage qui n'a pas bouffé depuis 15 jours et qui déboulait dans le tuyau. Donc, une fois le client mort et puis après son grand saut en fait dans l'évacuation, une fois arrivé donc dans la cave, Henri les mettait soit dans de l'acide, c'est-à-dire qu'il avait des gros bacs d'acide, soit il les faisait brûler dans ces énormes fours. Donc il avait 2 énormes fours où tu pouvais mettre plusieurs personnes à la fois. Il pouvait aussi les disséquer. Alors il n'avait pas de mal à vendre les organes avec les contacts qui s'étaient faits pendant ses études. Il a récupéré pas mal de pépettes aussi comme ça. Il vendait aussi les squelettes pour les vendre donc aux écoles du coin. Si vous avez suivi le tout début de ma vidéo, vous comprendrez pourquoi. En plus de ça, il avait donc une fosse commune qui était en dessous de sa cave où il mettait régulièrement en fait de la chaux par-dessus les corps. Comme ça, la décomposition était ultra rapide, quoi. En 2-3 jours, tu n'avais plus que le squelette, quoi. Enfin bon, bref, ce putain de taré avait plein de possibilités pour se débarrasser des corps. C'était donc un grand psychopathe, mais par contre, il était très intelligent. Son problème, c'est qu'il parlait un peu trop. Pendant son dernier petit séjour en prison en 1894 pour une arnaque, oui, c'est arrivé souvent qu'il fasse des petits séjours en prison, mais jamais bien longtemps en fait. Donc, lors de ce dernier séjour en prison, il a fait la connaissance d'un codétenu du nom de Marion Edgepes. Il lui a demandé donc à ce codétenu s'il connaissait le nom d'un avocat véreux pour créer une arnaque à l'assurance comme au début de la vidéo, vous vous souvenez. Donc ce codétenu lui donne donc un nom. Henri sort alors de prison. Cet avocat s'appelle Benjamin Pietzel. Il accepte donc le deal. Ils vont donc simuler sa mort dans l'incendie de son bureau. Enfin, c'est ce qui est prévu à la base. Henri se met donc à chercher un client de l'hôtel de la même corpulence que Benjamin Pietzel. Mais il a un peu de mal parce que Pietzel, il est vraiment très très grand.
Cette fois-ci, donc, ce qui est prévu, c'est que ce soit Carrie Pietzel, donc la femme de l'avocat, qui soit bénéficiaire de cette assurance vie. Donc, les jours passent, les semaines, les mois, et toujours pas de clients de la même corpulence que Benjamin Pietzel. Donc, Holmes, il se met, Henry, il décide purement et simplement de tuer son complice. Il maquille ça donc en accident comme prévu à la base. Et il prévient évidemment pas Carrie, la femme de Pietzel. Donc en fait, la famille Pietzel, ils ont 5 enfants. Voilà, c'est une grande famille. Et du coup, Henry, ils vont identifier en fait le corps avec principalement l'aîné des enfants. C'est dégueulasse. Donc elle reconnaîtra forcément son père. Elle va l'identifier très facilement. Enfin, c'est un grand malade. En tout cas, pendant ce temps-là, donc Carrie, elle avait pris le train pour New York. Oui, parce que en fait, Henry, il lui avait dit, écoute, ton mari là, il t'attend à New York. Moi, je vais aller identifier le faux corps, le cadavre à la morgue avec ta fille, la grande. Et puis après, écoute, je te rejoins à New York avec les 3 enfants. On va récupérer l'assurance vie et après, je prends le train moi aussi avec les enfants et je te rejoins. Donc, Henry a donc fait la première partie du plan correctement. Il a récupéré, donc c'était 10 000 $ de l'assurance vie. Et il a pris la fuite après. Le problème, c'est que il va tuer Howard à Indianapolis, sur la route. Et les filles, il va les tuer à Toronto. Sauf que, entre-temps, son cher ami, donc Marion Hedges, l'a dénoncé en fait à la police parce qu'il n'a pas eu son bifton dans l'arnaque à l'assurance. Suite à ces dénonciations, le détective Geyer et ses collègues y refont en fait pendant 8 mois le parcours de Holmes. Et ils retrouvent donc d'abord Alice et Nellie dans une cave enterrée donc à Toronto. Et ils retrouveront ensuite le petit Howard, donc calciné à Indianapolis. Il a d'abord été découpé en morceaux avant d'être brûlé. Enfin, c'est un taré. Carrie, elle est alors retrouvée et arrêtée à New York. Elle avoue tout, Et elle apprend en fait qu'Henry, il a tué son mari et ses enfants. Henry, lui, il est arrêté à Boston le 17 novembre 1894. Il est arrêté pour arnaque à l'assurance. Voilà, je vous mets son affiche Wanted. Rapidement, les accusations donc pour les 4 meurtres suivront évidemment. Mais d'abord, il est arrêté donc pour cette arnaque à l'assurance. Mais les policiers, ils veulent pas en rester là, évidemment. Ils vont donc perquisitionner l'hôtel. Et là-bas, ils vont pas être déçus. Très rapidement, ils vont retrouver donc les couloirs secrets, les trappes, les chambres piégées, les tuyaux avec le gaz. C'est vraiment étrange pour eux. Et les enquêteurs, donc, ils se posent quand même pas mal de questions. Du coup, ils vont aller questionner le voisinage. Les commères du quartier donc leur confirment que des personnes rentrent, mais qu'ils ne les voient jamais ressortir. Donc c'est vraiment bizarre. Les policiers donc ils vont approfondir la fouille de l'hôtel et ils vont finir par trouver la cave. Ils découvrent l'horreur. Enfin, tout ce que je vous ai dit avant, le sang partout, les salles de torture, la table d'autopsie, les fours avec encore des squelettes dans les fours, les carteleurs, les bains d'acide, sans compter la fosse commune, ils vont tout découvrir. Donc là, c'était chaud pour Henry. Donc pendant son procès, Henry, il avouera que 27 meurtres, juste 27. Enfin, c'est déjà pas mal si vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, sur plus de 200, 27, ça fait pas beaucoup. Il tentera donc de dire qu'il était possédé par Satan. Mais bon, ça n'a pas marché forcément. Il a donc été condamné à la peine de mort par pendaison.
Oui, à ce moment-là, il n'y avait pas l'injection létale, c'était pas d'actualité. Le 7 mai 1886, donc, il est pendu à la prison du comté de Philadelphie. Avant son exécution, il était ni anxieux ni dépressif et apparemment, il avait même pas peur. Lors de sa pendaison, le cou de Henry, en fait, il s'est pas fracturé. Il a mis plus de 15 minutes à mourir. La dernière volonté donc de Henry, c'était que son corps soit coulé dans du béton, dans son cercueil en fait, pour que personne vienne le mutiler comme il l'a fait lui à ses victimes. Et ça a été accordé, il a bien été coulé dans du béton. L'hôtel donc a pris feu bizarrement sans raison apparente le 19 août 1895. Ça a ravagé le bâtiment. Personne ne sait si c'est criminel ou pas. Voilà. Maintenant, sur le site, actuellement, là je vous parle en 2022, c'est une antenne de la Poste. Poste ici, voilà, donc ça donne pas vraiment envie d'aller poster son courrier, mais bref, voilà, moi j'habite pas à Chicago, mais voilà, tu vas apporter ta lettre, tu sais que c'est là où il y avait la maison de Holmes, enfin moi je me sentirais pas à l'aise à la Poste. En tout cas, en tout et pour tout, l'hôtel il sera resté ouvert 5 ans, seulement 5 ans, et Henry aura fait plus de 200 victimes. Il avait 35 ans à sa mort. Imaginez s'il avait vécu en liberté 30 ans de plus. Je vous laisse méditer à ça. Voilà, bon, ben je vais vous faire des énormes bisous. C'était encore un plaisir de tourner cette vidéo. J'ai pas beaucoup d'images étant donné que c'est vraiment d'époque, c'est vraiment une vieille histoire, mais j'ai essayé de les animer un petit peu. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si c'est bien fait ou pas, mais pour que ça paraisse un peu plus d'actualité. Voilà. Après, vous aimez pas, c'est votre choix. En tout cas, je vais vous faire des gros bisous. Abonnement et j'aime. Voilà. Je le répète encore, je suis vraiment désolée. Voilà. Faites gaffe à vous. Bye!